Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres, prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous, bientôt, ça sera votre tour. Bonjour. La République démocratique du Congo est-elle en train de vivre le travers de la justice? Est-ce que l'utilisation de la justice peut compromettre l'unité nationale, la concorde, la paix entre les Congolais? Est-ce qu'en politique, il est de bon ton d'utiliser la justice pour, comme s'illustre par cette photo que je vous mets tout de suite, la situation de la Côte d'Ivoire qui est comparative à celle de la République démocratique du Congo? Les amis d'hier deviennent des ennemis et adversaires d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en réalité avec cette effervescence des affaires, les hommes politiques exposés, mis au devant de la scène, avec des procédures quelquefois expéditives? Et ça risque évidemment de porter atteinte à cette unité nationale. Nous allons essayer de voir dans cette émission le cas de Vital Kamerhe, directeur de cabinet. Il a été accessoirement remplacé par son adjoint qui assume l'intérim. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche exactement à Vital Kamerhe? Qu'a-t-il détourné comme somme d'argent? Qu'a-t-il géré concrètement? Qu'a-t-il supervisé réellement? Quels sont les dessous de ce procès? Qu'est-ce qui va advenir si Vital Kamerhe n'est pas condamné? Qu'est-ce qui va advenir s'il le sera? L'objectif, c'est quoi? Quelle est l'ambiance qui prévaut aujourd'hui en République démocratique du Congo? Voilà des questions que nous allons évoquer aujourd'hui avec la voix autorisée du parti de Vital Kamerhe. Il est avec nous aujourd'hui, c'est Gabin Lolendo. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Je signale que vous êtes licencié en droit, avocat au barreau de Kinshasa, maître Gabin Lolendo. Vous êtes porte-parole de l'Union pour la Nation de Vital Kamerhe. Je vais vous poser des questions sur base des choses qu'on reproche à votre leader. Je vais vous demander que vous nous éclaircissiez sur tel ou tel point pour que l'opinion sache réellement de quoi il s'agit. Et puis enfin, qu'on voit ensemble sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan de la concorde nationale, les conséquences de ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans notre pays. Je vais vous donner, pour essayer de comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé depuis un certain temps, depuis l'affaire dite de 15 millions, la synthèse de ce qu'on reproche à Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Et on se retrouve juste après pour décortiquer point par point. Et comme nous sommes en direct, vous avez la possibilité de poser des questions à notre invité. A tout de suite. JMK Today. Le 2 mars 2019, quelques jours après sa prise de pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé sur la place de l'échangeur à Limité son programme d'urgence de 100 jours axé sur plusieurs volets, dont les routes, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, la gratuité de l'enseignement et bien d'autres. Pour faciliter la mise en œuvre de ce programme, sur instruction du chef de l'État, un comité technique spécifique de suivi a été mis sur pied au lendemain de cette annonce. Ce comité contenait une équipe de supervision composée de 9 personnes, notamment les directeurs de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, le 4 directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, à savoir Désiré Cachemire et Bérande, Guilain Nyembo, Getsi Mpanou, Olivier Mondongi et l'ancien ministre des Finances Henri Yave, l'ancien ministre des ITPR Thomas Louaka, l'ancien ministre des Budgets Pierre Kangoudia et Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale. Au-delà de cette équipe de supervision, il y avait aussi une équipe de coordination chapeautée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Nicolas Kazadi.
Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimayi et à Kananga. Ces projets d'une importance sociale majeure a été tiré des tiroirs du ministre du Développement rural du gouvernement Tshibala, dont l'initiateur fut le ministre Justin Bitakwira, comme l'indique cette correspondance datant du 27 février 2018, adressée à la Direction générale de contrôle de marché public. Le 9 mars 2018, le ministre du Développement rural obtient l'autorisation spéciale de la Direction générale de contrôle de marché public pour recourir à la procédure de gré à gré pour la construction de 900 maisons préfabriquées par l'entreprise Samibo, faisant d'une pierre deux coups. À la même date, la Direction générale de contrôle de marché public accordera aussi son avis de non-objection pour la signature d'un contrat y afférent. C'est ainsi qu'en avril 2018, le ministre du Développement rural avait procédé à la signature du premier contrat avec l'entreprise Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Sami Oubala Jamal. Malheureusement, ce contrat a connu plusieurs obstacles et fut classé dans les tiroirs du ministère du Développement rural. Pour répondre rapidement à sa promesse d'érection des logements sociaux, notamment à Maluku, le président de la République a aligné dans les volets habitat de son programme de 100 jours ces projets longtemps restés dans les tiroirs alors que la procédure d'attribution de marché y afférent était déjà suffisamment avancée. La promesse du chef de l'État étant d'ériger 1500 logements sociaux dans 5 provinces, ces projets initialement prévus pour 900 maisons dans 9 provinces fut réajusté prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons, impactant ainsi le budget total y afférent. Poursuivant la procédure, le ministre du Développement rural Justin Bitakwira a introduit le 5 juillet 2019 une nouvelle demande d'avis de non-objection à la Direction générale de contrôle de marché public pour la signature de l'avenant pour rendre effectif la nouvelle commande. Le 25 juillet 2019, la Direction générale de contrôle de marché public émet son avis de non-objection pour la signature d'un contrat de commande de 1500 maisons préfabriquées avec la société Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Sami Oubala Jamal. Après la concrétisation de la commande de 1500 maisons, le 20 juin 2019, sur instruction du chef de l'État, son directeur de cabinet Vita Kamere a demandé l'avis de non-objection à la Direction générale de contrôle de marché public pour un projet supplémentaire d'érection de 3000 maisons des militaires et policiers à exécuter en procédure de gré à gré avec la société Ousmane SRL dans le cadre du programme de 100 jours. Le 27 juin 2019, la Direction générale de contrôle de marché public a accordé l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour l'érection de 3000 maisons préfabriquées en faveur de militaires et policiers de la ville de Kinshasa par la société Ousmane SRL au coût de repris dans sa facture numéro 030/2019 du 11 juin 2019. Le 11 juillet 2019, sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se basant sur l'autorisation obtenue le 27 juin 2019 de la Direction générale des contrôles de marché public, son directeur de cabinet Vita Kamere a lancé la commande de 3000 maisons préfabriquées auprès de la société Ousmane SRL. Le 30 août 2019, le ministre des Finances Henri Yave a payé à la société Ousmane une acompte de 2 137 500 $, soit 3% comme mentionné sur le SWIFT de la Banque centrale vers le compte de la société Ousmane à la Robank, et une programmation des paiements a été faite à raison de 5 millions de $ par semaine jusqu'à épuiser le solde. L'acompte de 3% perçu par la société Ousmane lui a permis de conclure le marché des fournitures de 3000 maisons avec l'usine de fabrication Carmode. Avec cette avance de 3%, l'argent que l'État congolais doit à la société Ousmane SRL pour la commande de 3000 maisons s'élève à 54 870 500 $. Pendant ces temps, le port de Matadi accueillait déjà les 300 maisons préfabriquées destinées à la ville de Kinshasa, contenues dans 180 conteneurs, premier lot de la première commande de 1500 maisons. Le 1er avril 2019,
Le ministre du Développement rural Justin Bitakwira a adressé une correspondance à son collègue des affaires foncières pour lui demander de mettre à sa disposition les sites où il va ériger le 1500 maisons dont le gouvernement venait de commencer la réception. Pour Kinshasa, il est à rappeler que le site annoncé initialement par le chef de l'État dans son discours à l'échangeur de l'Imité devait se situer sur la nationale numéro 1 dans la commune de Malo. Le 12 août 2019, sur instruction du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, son directeur de cabinet Djoko Balé Kongolo a demandé par une correspondance à l'homme d'affaires libanais Sami Jamal de mettre à la disposition de la présidence de la République un premier lot de 300 villas dont 200 des 2 chambres et 100 de 3 chambres destinées au camp Tchachi. Ce qui signifiait que la commune de Maluku n'était plus bénéficiaire des 300 maisons destinées à la ville de Kinshasa, comme annoncé initialement par le chef de l'État. Ayant obtenu le site tant réclamé, les ingénieurs de Sanibo SRL et ceux de son partenaire Carmod, venus fraîchement de la Turquie, ont entamé le travaux de préparation de cet ancien champ pour épouses des militaires qui a vu en quelques semaines les maisons préfabriquées y pousser comme des légumes jusqu'à perte de vue. Satisfait de l'évolution de travaux de montage de maisons préfabriquées au sein du camp Tchachi et après avoir lancé la commande de 3000 autres maisons destinées aux militaires et policiers, le président de la République a officiellement annoncé aux élus du peuple cette grande réalisation dans le secteur de l'habitat lors de son discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019. Dans le secteur de l'habitat, 1500 unités de logements sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces pilotes, à savoir Kinshasa, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central et Sud Kivu, à raison de 300 maisons par province. Les 300 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp Colonel Tchachi. À ce nombre, il faut ajouter la commande de 3000 autres maisons, dont 2000 sont destinées aux militaires et 1000 aux policiers. Tout semblait bien évoluer jusqu'à la prise de commande par le nouveau gouvernement. La suite de la procédure d'acquisition de 3000 maisons et du lot restant sur le 1500 maisons étant maintenant prérogative du nouveau gouvernement, c'est au ministère des Finances que l'entreprise Ousmal s'est adressée pour demander le paiement de son solde en vue de lui permettre de finaliser les paiements de la commande déjà passée auprès du fabricant Carmod. Le 11 janvier 2020, dans une correspondance adressée à la société Ousmal, le ministre des Finances, Sélé Yalagouli, a refusé les paiements du solde concernant les 3000 maisons préfabriquées commandées par le chef de l'État, suivant la programmation faite par son prédécesseur. En plus, il n'a pas reconnu que ce projet était repris dans le programme d'urgence de 100 jours. Le 25 juin 2019, l'administrateur gérant de la société Ousmal, Sami Jamal, a réitéré sa demande de paiement par une correspondance adressée au ministre des Finances, Sélé Yalagouli, lui rappelant que ces projets s'inscrivent bien dans le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État et que son prédécesseur avait déjà amorcé les processus de paiement échelonnés avec un premier paiement de 2 137 500 $, soit 3%. Rappelons que la Direction générale des contrôles de marchés publics avait donné son avis de non-objection et reconnaissant bien après vérification que ces projets étaient inscrits dans le programme d'urgence du chef de l'État. Le 3 février 2020, sur instruction du ministre des Finances, son directeur de cabinet a invité M. Sami Jamal le 6 avril 2020 à 10 h à son cabinet pour une séance de travail. Aucune avancée n'avait été signalée après la dite séance. Le 29 janvier 2020, dans sa lettre adressée au président de la République, l'administrateur gérant de Samibo SRL, Sami Jamal, a lancé un cri d'alarme sur ses inquiétudes par rapport à la responsabilité du gouvernement dans la finalisation du projet sur le 1500 maisons en ces termes. Mon alerte consiste à vous rappeler qu'il y a des conteneurs, des maisons préfabriquées qui traînent dans des différents ports, dont 167 à destination des Kananga, qui se trouvent déjà au port d'Angola, et cela depuis 2 mois, et 67 à destination de Mbujimaï, qui se trouve au port de Dar es Salaam,
et cela depuis 4 mois. Les administrations de ces différents ports menacent de procéder à une vente publique de ces maisons qui traînent sur leur port faute de l'évacuation par le gouvernement congolais conformément à nos accords. À ce sujet, ma responsabilité se limite à livrer les marchandises au port de Matadi, de Dar es Salaam et d'Angola, et la responsabilité du gouvernement est de procéder au dédouanement et à l'évacuation de ces marchandises jusqu'au site de construction tel que nous avons fait avec le maison de Kinshasa. En outre, je vous informe que 67 autres conteneurs à destination du Sud Kivu vont arriver d'ici 2 semaines au port de Dar es Salaam. Suite à cette correspondance, le président de la République n'est pas resté indifférent. Il a, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet Vita Kamere, dépêché en Tanzanie M. Mwima Ndole Jano, responsable de l'import-export de la présidence de la République, avec la somme de 1 154 800 $ pour procéder au dédouanement de 67 conteneurs retenus au port de Dar es Salaam et pour leur acheminement à Mbuji-Mayi où leur montage se poursuit à ce jour. Le 16 février 2020, lors de la visite du site Kanchachi par le DIRCAB et le conseil spécial du chef de l'État en matière sécuritaire, le constat était que l'entreprise Samibo avait presque fini le montage de toutes les 300 maisons sur le site de Kanchachi, alors que l'Office de voirie et drainage, OVD, n'avait entamé aucun travail concernant sa responsabilité, à savoir le traçage pour l'aménagement de la circulation, de l'évacuation et l'éclairage du site. Ce qui a causé un retard énorme dans la livraison du projet. Nous avons déjà commandé les 1500 logements pour la population qui est déjà dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi commandé les 1000 maisons, 3000 maisons militaires et policiers qui sont déjà à Istanbul, à l'usine, déjà prêtes. Faute de paiement, nous n'avons pas encore amené ça. Et voilà, tout est déjà là. Pour les 1500 logements sociaux. Nous avons commencé ici, je pense que d'ici 3-4 mois, nous on finit notre part de travail. Nous avons besoin de l'OVD qui passe pour nous aider pour la voirie. Le 24 avril 2020, Sami Jamal, le patron de Samibo SRL et Ousmane SRL, est arrêté par le parquet général de Kinshasa Matete et est transféré à la prison centrale de Makala. On lui a reproché le détournement de la totalité des fonds destinés à la construction de logements sociaux, alors que ça faisait plusieurs mois qu'il alertait le gouvernement sur sa responsabilité d'évacuation des conteneurs contenant tout le reste de 1500 maisons abandonnées dans différents ports, et pendant que les 300 maisons du Kanchachi étaient déjà montées sur le site et les 300 autres de Mbuji-Mayi étaient en cours de montage. Il se pose depuis ce jour la question de savoir de quel détournement parle-t-on. Le 3 avril 2020, l'administrateur gérant de la société Ousmal a écrit de nouveau au président de la République en rappel de la commande de 3000 maisons. Sami Jamal a annoncé par cette correspondance que 93 maisons du premier lot de 1000 contenus, dont 32 conteneurs, étaient déjà au port de Matadi depuis 2 mois, et il attendait toujours que le gouvernement lui indique les lieux d'entreposage pour qu'il procède à l'évacuation. Par la même occasion, il a sollicité l'appui du chef de l'État pour que le ministre des Finances puisse payer les 54 870 500 $ restants pour lui permettre de finaliser la commande et la livraison auprès du fabricant Carmode. Toutes ces demandes sont restées sans suite jusqu'à ce jour. Par contre, le 8 avril 2020, alors qu'il n'était invité au parquet général de Matete que comme renseignant dans les enquêtes sur le projet de son jour, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vita Kamere, a été arrêté et conduit la même nuit à la prison centrale de Makala. On lui a reproché un détournement de fonds du trésor public. Le 24 avril 2020, la société Carmode a rappelé à la société Ousmal qu'il venait de finaliser la fabrication de 907 maisons restantes sur le premier lot de 1000 maisons et qu'elles étaient toutes entreposées depuis 1 mois dans un de leurs entrepôts en Turquie en attente du paiement pour leur expédition en République démocratique du Congo. Le 25 avril, l'affaire de maisons préfabriquées dans laquelle Sami Jamal est maintenant co-accusé avec Vita Kamere et Mwima Ndole Jano a été fixée au tribunal pour le 11 mai. Il leur est reproché le détournement de fonds alloués à la construction de maisons préfabriquées, à savoir, premièrement, le 57 millions qui a servi à la commande
et à la livraison au port de 1500 maisons. Ensuite, le 2 137 500 payés par la Banque centrale à la société Ousmal pour lancer la commande de 3000 maisons. Et enfin, pour le 1 154 800 $ qui ont servi au dédouanement des 67 conteneurs de Mboujmaï qui étaient retenus au port de Dar es Salaam dans les lots de 1500 maisons préfabriquées. Le 11 mai 2020, Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jeannot Mouima se retrouvent tous devant le juge sans connaître préalablement le contenu du dossier qui les accuse. Un vice de procédure juridique qui ne peut pas favoriser un procès équitable. D'où le renvoi de la poursuite de l'instruction au 25 mai 2020. Pendant ce temps, alors que Jeannot Mouima comparait en homme libre, toutes les demandes de mise en liberté formulées par Sami Jamal et Vital Kamerhe ont été rejetées, espérant que le verdict final de ce procès sera basé sur les arguments aussi clairs que l'historique de cette affaire que nous venons de vous présenter. JMK Today. Je dois remercier nos amis des Canal du Futur qui nous ont aidés à monter ces dossiers en précisant que ces éléments d'illustration vous permettent d'avoir à peu près une idée sur ce qu'on reproche exactement à Vital Kamerhe et à ses co-accusés dans cette affaire de détournement des fonds publics. Alors, je vais bien, Maître Gabin Lolendo, qu'on revienne un tout petit peu sur ce qu'on reproche exactement à Vital Kamerhe. Si on essaie de comprendre un peu cet élément qui vient de passer, il y a 57 millions de dollars, plus 2 millions de dollars, plus 1 million de dollars. Est-ce que Vital Kamerhe a détourné tout cet argent? Monsieur Jean-Marie, d'abord c'est un énorme plaisir d'être avec vous pour parler de ces choses et dans cette grande émission qui est très suivie et une émission respectée et respectable. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que les mensonges ont commencé avec les 15 millions de dollars. Vous vous souvenez très bien. L'honorable Vital Kamerhe a été identifié comme le voleur de la République. Il a détourné 15 millions de dollars. Oui, la redevance pétrolière. Pétrolière. On en a parlé, on en a parlé. On pensait aujourd'hui qu'il est arrêté. Eh bien, comme l'affaire était devant la justice, on a dit que l'affaire était devant la justice, ça allait être une belle occasion pour de le montrer... aussi pour les 15 millions. Pour les 15 millions. Est-ce qu'il est poursuivi pour les 15 millions? Non, il n'est pas poursuivi pour les 15 millions. Pourquoi? Et on n'en parle plus, y compris les organisations de la société civile qui en parlaient autant, aujourd'hui silence radio. Mais comment voulez-vous que celui qui a été identifié comme le voleur de la République, 15 millions de dollars, donc Vital Kamerhe s'est réveillé un certain matin, prend 15 millions de dollars, met dans la poche. Mais franchement, nous sommes dans quel pays? On en est là, on n'en parle plus. Donc on ne parle plus de l'affaire de 15 millions de dollars détournés par Vital Kamerhe. On n'en parle plus. On a placé les dossiers, on a oublié ou c'est quoi? On ne sait pas. C'est pour vous dire que la machination politique a commencé là. Nuire à la personne de l'honorable Vital Kamerhe en imputant des faits. Deuxième machination politique. Vital Kamerhe a détourné l'argent des sauts des moutons. Oui. Il y a eu même la clameur publique. Oui. Vous avez suivi lors du procès ce qui a conduit à l'arrestation de Vital Kamerhe au procès, la clameur publique. Mais la clameur publique était aussi, en dehors de 15 millions de dollars, la clameur publique était aussi sur l'affaire saut des moutons. Est-ce que Vital Kamerhe est poursuivi sur base de ces dossiers de saut des moutons, oui ou non? Non. Pourquoi? On ne sait pas. Donc l'affaire saut des moutons, pour laquelle il y avait également la clameur publique, aujourd'hui Vital Kamerhe n'est pas poursuivi pour les détournements soi-disant de fonds liés au saut des moutons. Mais l'affaire saut des moutons, tout simplement, c'est que quand le nouveau gouvernement a dû se mettre en place, l'argent n'avait pas été libéré, c'est ainsi que les travaux étaient aux arrêts. Une fois que le gouvernement Ilunga Kamba, le Premier ministre que je salue, a décidé d'allouer des fonds, bien évidemment, au saut des moutons, regardez comment les travaux avancent. Mensonge, deuxième mensonge.
Troisième mensonge, lorsqu'on arrête l'honorable Vital Kamerhe, l'ordonnance, je ne veux pas raconter des choses, je suis quelqu'un de sérieux. Allez-y, vous êtes un juriste respecté, respectable. Voilà. L'ordonnance est l'ordonnance numéro 1575/2020, statuant en chambre du Conseil sur la demande de la liberté provisoire. C'est une ordonnance du 11 avril 2019. Les ministères publics représentés par l'avocat général Kaluila Moana Sylvain a allégué qu'il reproche à l'inculpé Vital Kamerhe d'avoir détourné des fonds de l'État en passant par les mécanismes de gré à gré à des entreprises fictives, telles que Samibo, qui avait reçu un numéraire, écoutez très bien, Oui. qui avait reçu un numéraire, entre parenthèses liquide, la somme de 47 millions par Robank, laquelle somme a disparu des circuits bancaires sans être affectée à la construction de 3000 maisons préfabriquées, mais a aussi à l'entreprise Trade Plus qui a reçu 10 millions pour la fourniture de médicaments, alors que cette dernière n'est pas du domaine pharmaceutique et tient juste une quincaillerie et une grande partie. Voici les deux faits majeurs Pour lesquels on a arrêté Vital Kamerhe, qui ont constitué les deux faits là-bas, qui ont constitué l'indice sérieux de culpabilité pour les magistrats pour exiger le maintien de Vital Kamerhe en prison. Alors que sur l'affaire 3000 maisons, l'État n'a déboursé que, je vous donne les montants, 2 137 500 000 dollars. L'État congolais a déboursé que 2 millions de dollars. 2 137 500 dollars sur les 57 millions. Mais ici, on dit qu'on avait déboursé 47 millions et cet argent a disparu des circuits bancaires pour les 3000 maisons. Curieusement, lorsque vous lisez la citation à prévenu qui est le contrat judiciaire, parce que Vital Kamerhe est poursuivi, on reconnaît qu'on a détourné les 2 millions en question, plus les 47 millions de dollars dont on a parlé. Mais où sont partis les 47 millions détournés par Vital Kamerhe? L'État n'a déboursé que 2 millions. L'État n'a déboursé que 2 millions quelque chose alors, sur les 3000 maisons. Alors que quand Vital Kamerhe est arrêté, dans l'ordonnance, on dit qu'on a déboursé 47 millions de dollars et l'argent disparu du circuit bancaire sur les 3000 maisons. Il ne faut pas confondre les 1500 maisons avec les 3000 maisons. Deuxième mensonge de l'arrestation, sur l'arrestation de l'honorable Vital Kamerhe, c'est qu'on dit que l'État a déboursé 10 millions de dollars pour le produit pharmaceutique. Oui. Alors que l'État n'a pas déboursé 10 millions. Avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé. L'État n'a pas déboursé 10 millions de dollars. Combien? L'État a déboursé 5 millions quelque chose de dollars. La moitié. La moitié. Et cet argent-là, la commande, tout a été fait par le ministère de la Santé. À telle enseigne que même l'affaire des médicaments n'est pas reprise dans la citation à prévenu. Ah, on ne parle pas des médicaments? Non, on ne parle plus. Voici les deux faits qui ont constitué les indices sérieux de culpabilité selon les magistrats pour arrêter l'honorable Vital Kamerhe, et ces faits se sont révélés faux. Ces faits se sont révélés faux et ont été abandonnés dans la citation. Mais curieusement, toutes les demandes de liberté provisoire ont été rejetées. Alors pour quelle raison? C'est ça la question. C'est pour cette raison que je vous dis, l'état de droit n'est pas la dictature du juge. L'état de droit, c'est l'état où chacun de nous se conforme aux normes juridiques. La Constitution ainsi que les lois de la République. Parce que les principes du point de vue juridique, c'est la liberté. Et l'arrestation, c'est l'exception. Et on ne peut arrêter que dans les conditions prévues par la loi. Ici, on arrête sur deux faits mensongers. Et malgré cela, plusieurs demandes de liberté provisoire ont été faites. Et on a réservé une fin de recevoir à cela. C'est pour cette raison qu'on dit... C'est un procès tout simplement politique jusque-là. Lorsque vous regardez... quoi il est pour procès politique? Parce que si il y a d'un côté l'argent public qui est censé être détourné et que l'auteur principal, c'est-à-dire le superviseur, c'est Vital Kamerhe, et on l'a sous la main,
est-ce que vous ne pensez pas que la justice a droit de dire, si on le lâche, ne serait-ce pas à la liberté provisoire, il va fuir? Non, mais pourquoi les frontières d'abord sont fermées? Deuxièmement, pourquoi il fuirait? Troisièmement, les deux faits pour lesquels il a été arrêté sont faux. Les deux faits pour lesquels. Parce que quand on arrête, il faut que la fuite de la personne soit à craindre. Il faut qu'il y ait un indice sérieux de culpabilité. Il faut que l'identité de la personne soit douteuse. L'identité de Vital Kamerhe n'est pas douteuse. Sa fuite n'est pas à craindre. Il a été invité, il s'est présenté. Et il est prêt à se présenter chaque fois que la justice a besoin de lui. Les indices qu'on a considérés comme sérieux de culpabilité, je venais de vous indiquer ici, se sont révélés faux dans la mesure où on a abandonné le dossier produits pharmaceutiques. On a abandonné les 47 millions. Les magistrats affirment que 47 millions ont été déboursés par l'État en liquide, ont disparu du circuit bancaire. Mais en réalité, ce n'était pas En réalité, non, l'État n'a déboursé que 2 millions quelque sur la facture de 57 millions pour les 3000 maisons. De quoi on parle? Est-ce que c'est ça l'état de droit? Quel danger représente Vital Kamerhe sur le plan politique pour qu'il y ait, on va dire, cette machine, on va dire, de remise au silence de votre leader? Non, mais je laisse à chacun apprécier, à chacun de répondre à cette question-là. C'est une question fondamentale. Mais malheureusement, je laisse à chacun. Regardez l'acharnement, une suite de faits qui ont été allégués, qui ont été abandonnés. Et aujourd'hui, de quoi on parle? Les 2 millions-là que l'État a déboursé comme acompte sur les 57 millions sur la commande de 3000 maisons, curieusement, on dit qu'on a détourné cet argent-là. Alors qu'on reconnaît que cet argent est parti du trésor vers le compte de celui qui est censé livrer les maisons. Et sur les 57 millions, on a déboursé seulement plus de 2 millions de dollars. Et sur cette commande-là, 1000 maisons préfabriquées ont déjà été faites. Et une partie est déjà arrivée à Matadi. Alors justement, et les belles existent. Pour que les gens qui nous suivent puissent un peu s'apaisantir là-dessus, est-ce qu'il y a déjà un début de quelque chose, 1 ou 2 maisons, 10 maisons, 20 maisons, qu'on peut toucher, voir, qui découlent de ces commandes? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a deux situations. Il y a les 3000 maisons qui constituent une commande du président de la République lui-même. Commande du président de la République lui-même? Lui-même, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même. Il arrive au niveau des Kantchachi. Il est merveilleux lorsqu'il voit qu'on est en train d'installer les 3000 maisons. Et on a vu les images. Les images. C'est au Kantchachi. Chacun de nous peut aller vérifier. L'OVD devait mettre maintenant les voilà, la canalisation, tout ça, etc. pour l'évacuation des eaux, tout ça. Lorsque le président de la République arrive à Kantchachi, il voit comment les maisons sont en train d'être implantées. Il est merveilleux. C'est en ce moment qu'il se rend compte, soucieux des militaires et des policiers, il dit, mais c'est une bonne idée. 300 maisons, ça va quand même poser un problème pour donner à ces militaires, à ces vaillants soldats et ces policiers. C'est ainsi qu'il va demander, instruire son directeur de cabinet pour que la commande de 3000 maisons puisse être faite. C'est une commande du président de la République. Et d'ailleurs, vu déjà l'échantillon du travail qui était fait, c'est ça, les images sont là. Et on a amplifié ces maisons qu'on est en train de voir parce que le travail était déjà en train d'être fait. Parfait. C'est ainsi que le président de la République va décider. Et d'ailleurs, vous l'avez suivi lui-même. L'état de la nation. Les discours sur l'état de la nation. Oui. Et la particularité aussi de ces discours-là sur l'état de la nation, si vous suivez très bien, le président de la République avait pris la parole pour dire « Sous mon règne, sous mon mandat, je n'accepterai pas des chantiers inachevé. Et ce jour-là, il va même instruire les ministres des Finances de pouvoir libérer les fonds. Moi, j'étais dans la salle ce jour-là. Si vous mettez ces discours-là, vous allez voir, parce qu'en ce moment-là, il y a déjà un blocage. Il faut libérer les fonds pour le saut des moutons. Il y avait des problèmes de libération des fonds en ce moment-là. C'est ainsi que les chantiers saut des moutons bloqués, etc. Le président de la République, ce jour-là, si vous suivez les discours, il avait haussé les tons en disant « Sous mon règne, je ne veux pas des chantiers inachevés, etc. » C'est ainsi que vous allez voir par la suite, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, va réunir... les vice-premiers ministres, d'ailleurs, Maillot avait donné, désormais, il y aura 3 millions. Voilà qu'on va débloquer
bloqués. Et Oui. quand on a commencé à les faire, regardez, passez sur les chantiers des sauts des moutons, vous allez voir comment les travaux ont commencé. Mais où se trouverait l'argent que Vital Kamerhe aurait détourné? Acharnement. C'est pourquoi je vous posais une question importante, Oui. mais nous sommes malheureusement en politique et en politique congolaise. Quand on veut nuire à son adversaire politique, eh ben, tous les moyens sont bons. C'est ainsi qu'on est passé par la manipulation de l'opinion pour vilipender l'honorable Vital Kamerhe, dire des choses sur lui, et quand vous regardez tout, c'est faux. On peut décortiquer point sur point. Il y a Oui. 4 points seulement, ce n'est pas beaucoup. Allez-y, allez-y. Il y a 4 points seulement sur la citation à prévenu. Oui. Alors, après avoir abandonné les 2 faits pour lesquels il avait été arrêté, qui constituaient les indices sérieux de culpabilité, on lui reproche quoi? On lui reproche, avec Djamel, d'avoir détourné 48 millions de dollars. Mais ma foi, comment est-ce possible de détourner 48 millions de dollars pour les 1500 maisons, alors que 1200 maisons ont déjà été livrées au niveau des différents ports? Parce que la RDC étant vaste, 3 ports ont été choisis, et pour des raisons logistiques. C'est le port de Dar es Salaam, c'est le port de Matadi, et c'est le port de Lobito en Angola. Pourquoi les 3 ports? Parce que lorsque vous voulez acheminer 1500 maisons préfabriquées, la logique, si vous amenez les 1500 maisons à Kinshasa, alors que les sites qui avaient été choisis, c'est Bukavu, c'est Mbuji-Mayi, c'est Kananga, c'est Matadi, c'est Kinshasa, comment vous faites pour acheminer les maisons? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop long, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. On l'a fait avec les élections. On a vu d'ailleurs qu'on avait dispatché la même chose dans les matériels électoraux. Voilà. C'est ainsi que du point de vue logistique, pour diminuer les coûts, eh bien, Djamel était chargé, au regard bien évidemment de ce qu'on appelle le contrat CIF, de pouvoir acheter les maisons, parce que ce n'est pas lui les fabricants. Les fabricants, c'est une maison number 1 dans les maisons préfabriquées dans le monde, turque, qui fabrique les maisons. Djamel, c'est un commerçant, il a les contrats certainement d'exclusivité pour la RDC et d'autres pays, etc. Les maisons sont livrées, et dès que les maisons sont livrées, le lot de Bukavu ainsi que le lot de Mbuji-Mayi passe par Dar es Salaam. C'est plus simple, à partir de Dar es Salaam, ça va à Bukavu. À partir de Dar es Salaam, Lubumbashi. Lubumbashi, SNCC prend les relais jusqu'à Mweneditu, Mbuji-Mayi. Absolument. Et pour Kananga, ça passe par les ports de Lobito en Angola pour que ça entre à Kananga. Ce qui est tout à fait logique du point de vue logistique. Pour Kinshasa et Matadi, ça passe par les ports de Matadi. C'est ainsi que sur la commande de 1500 maisons, 1200 maisons ont déjà été livrées au niveau des ports comme convenu. 300 maisons sont déjà prêtes. On attendait les retours de conteneurs parce que vous avez libéré autant de conteneurs au niveau des différents ports. Il faut que ce conteneur-là rentre pour prendre les 300 maisons qui restaient pour les lots des 1500 maisons. Qu'est-ce qu'on lui reproche alors? Parce que c'est commandé, c'est livré au fur et à mesure. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Vous faites une commande, la maison de fabrication fabrique, après on commence à vous livrer. Et il faut payer aussi. Et il faut payer. Pour les 1500 maisons, l'État a déjà payé les 57 millions. 1200 maisons ont déjà été livrées au niveau des ports. Les 300 maisons sont déjà prêtes. On attend les retours de conteneurs au niveau des différents ports pour ramener les 300 maisons. Comme ça, la commande de 1500 maisons va être ainsi bouclée. Sur la commande de 3000 maisons, l'État n'a payé que 2 millions quelque chose. 2 137 500 dollars seulement sur 57 millions de dollars. Et sur cette commande-là, on a déjà fabriqué 1000 maisons et il y a quelques conteneurs sur cette commande-là des 3000 maisons, malgré que l'État a seulement payé 2 millions quelques qui sont arrivés. Mais on dit qu'il a détourné 48 millions avec Djamel sur les maisons préfabriquées. C'est pour vous dire, c'est un procès politique. Deuxième charge contre Vital Kamerhe. On lui reproche d'avoir détourné le montant de combien? Le montant des 1 154 800 dollars. Ça, c'est le montant des dédouanements au niveau des ports de Dar es Salaam. Avec M. Mouhima. Dédouanements au niveau de Dar es Salaam. Oui. Mais lorsque l'État, par exemple, décide d'exonérer les maisons préfabriquées, oui, mais cette exonération ne tient que
dans le port de la RDC Bien pour sûr. Matadi. Ah, bien sûr. Mais ça ne compte pas pour Dar es Salaam, ça ne compte pas pour les ports de Lobito. Non. C'est ainsi que pour dédouaner les maisons qui devaient aller en Bujimaï, il fallait payer les frais. Et les chargés de la logistique, la présidence, reconnaît avoir été détenteur d'un ordre d'émission. Il s'est rendu avec l'argent, cet argent ici, 1 154 800. Il a fait tous les paiements nécessaires. C'est ainsi que certaines maisons sont allées en Bujimaï. Mais s'il a payé, pourquoi on lui reproche d'avoir détourné? Mais attendez, toutes les preuves existent. Il a toutes les preuves parce que lui-même est allé, il a payé. Mais on dit que Vital Kamerhe avec ce monsieur ont détourné 1 154 000. Le deuxième fait, fait mensonger. Troisième fait dans la citation à prévenir. C'est 4 faits seulement. Oui. Troisième fait, on lui reproche donc d'avoir détourné les 2 millions là, la compte. À la compte que La l'État compte avait- sur les 3000 maisons. Oui. Même ça a été payé en partie. On a seulement payé 2 millions quelque chose à la société sur les 3000 maisons et quelques conteneurs sont déjà arrivés à Matadi. Alors qu'on doit à Sami, comment dirais-je, à Jamal, plus de 54 millions de dollars parce qu'on a payé seulement 2 millions. Il a déjà fait la commande, 1000 maisons sont déjà prêtes. Une partie sur cette commande est déjà à Matadi. Mais non, on dit qu'on a détourné les 2 millions là. Vital Kamerhe et l'autre auraient détourné les 2 millions. De quoi on parle? Et les derniers faits, ce qui est encore beaucoup plus ridicule, non, ça devient une affaire de concession, une parcelle, un terrain. Bah justement, parlons-en quand même. Comment est-ce possible que Vital Kamerhe a bénéficié via sa belle-fille de cette maison? À quel titre? Non, pas de maison. Pas de maison du tout. C'est une donation qui est fausse. Comment ça que Fabriquée de toutes pièces. Parce que quand vous regardez même la date de la donation, c'est une donation qui date du 23 janvier 2019. Or, le 23 janvier 2019, non seulement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas encore prêté serment, mais Vital Kamerhe n'est pas encore nommé directeur de cabinet. Mais comment on va lui donner un cadeau avant qu'il soit mis en place? Mais justement, c'est ce que je vous dis. Une donation fausse. Et vous regardez même l'adresse de la fameuse Soraya, et il semblerait que l'adresse là, c'est l'adresse de, comment dirais-je, la même adresse avec Jamal. Donc, Soraya habiterait la même maison avec Jamal, etc. Des dossiers fabriqués de toutes pièces. Il n'y a aucune donation qui a été faite à Soraya. Encore que la mémoire n'est pas courte, il avait aussi été indiqué qu'on aurait trouvé 9 millions ou comment 10 millions de dollars dans le compte de Soraya, dans une banque de la place. On n'en parle plus. Voilà le problème, les reproches qui sont formulés, les griefs qui sont formulés contre l'honorable Vital Kamerhe qui est aujourd'hui en prison, ça fait plus d'un mois. Ce sont là les faits. Alors, Maître Lolendo, il y a énormément de questions que nous avons reçues. Il y en a qui sont d'Addis Abeba, d'autres du Canada, d'autres Toronto, Canada, d'autres Lualaba, l'autre Paris. Alors, je ramasse quelques questions. Alors, par rapport à cette concession Soraya Mpiana, est-ce vrai que ça existe? Et ça a été fait à quel titre? C'est Verlaine qui nous pose cette question. Lui, il est à Kinshasa. C'est des actes qui sont faux. Soraya n'a jamais rencontré Jamel. Jamel ne connaît pas Soraya. Jamais ils ne se sont rencontrés. Ce n'était pas un cadeau fait pour influencer ou influer que Kamerhe ait un cœur large pour octroyer ses marchés. Non, mais d'abord, le contrat Samibo, c'est un contrat qui date de 2018. Ah bon? Oui. Ah donc Jamal était déjà en contrat avec l'État congolais? Mais bien sûr. Avant l'arrivée de Vital Kamerhe. 2018, Vital Kamerhe n'est pas directeur de cabinet du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, n'est pas encore élu président de la République. Ils sont encore dans l'opposition en 2018. Lorsque ce contrat-là est signé, il est signé par Bitakwira, ministre du Développement Rural. Et les avis de non-objection ont déjà été obtenus en 2018. Et d'ailleurs, quand vous suivez Bitakwira lui-même, que je salue en passant, il est très éloquent. Il dit, écoutez, cette société m'avait été recommandée par Bruno Tshibala. C'est Bitakwira lui-même qui parle. Cette société m'avait été... Vital n'était pas encore là. En 2018, lorsque ce contrat, parce que
les 100 jours du président de la République, c'est quoi? Sa philosophie, c'est que le président est élu et déjà, il voit qu'entre le moment où il est élu et le moment où le gouvernement va se mettre en place, un temps va pouvoir s'écouler. Et d'ailleurs, il s'est passé plusieurs mois avant la constitution du gouvernement. Quelle devrait être l'attitude? Il a décidé de mettre en place le programme. Il a pris donc les projets qui étaient en souffrance des financements dans le gouvernement passé, et ce sont ces projets-là qui ont été financés, notamment le projet des maisons préfabriquées. La seule particularité, c'est que Bitakwira avait conclu pour 900 maisons, lorsque le président de la République dit ramener ces maisons-là à 1500. C'est ainsi qu'il y aura un avenant. Et tous ces actes-là, la conclusion des contrats, les avenants, la demande des avis des non-objections au niveau de la Direction générale de contrôle des marchés publics, tous ces actes-là ont été demandés par Bitakwira et ont été obtenus par Bitakwira. Et en aucun moment, Vital Kamerhe n'intervient. Question qui vient d'Afrique du Sud, c'est M. Patrick Kazegbu qui pose cette question. Est-ce que ce n'est pas le train de vie de Vital Kamerhe qui l'a exposé par rapport à cette affaire d'argent? Il s'est marié trop vite, en grande pompe, belle voiture, etc. Alors qu'on sait que le pays a des difficultés. Est-ce que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui il s'attire beaucoup de problèmes? Bon, mais le vrai problème que l'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce que Vital Kamerhe est-il aussi pauvre pour ne pas être capable de se marier? Je tiens à rappeler aux uns et aux autres que les élections ont eu lieu. Vital Kamerhe est dans l'opposition. Il a payé le cautionnement pour l'ensemble des membres de l'UNC. Vous savez que pour la députation nationale, c'était 1000 $. Pour la députation provinciale, c'était 500 $. Et il a payé pour lui-même 100 000 $, parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle avant de se désister en faveur de l'excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi. Quand vous faites un simple calcul des fonds dépensés, on avait aligné plus de 400 députés nationaux, ça vous fait plus de 400 000 $. Vous regardez les députés provinciaux, vous êtes autour, il a dépensé autour de 900 000 $, rien que pour payer les cautionnements. Quand même se marier. Attendez, pour ne serait-ce payer les cautionnements de tous les membres du parti et avec un support, un petit financement pour les candidats, etc. Donc, quelqu'un sans être, comment dirais-je, au pouvoir alors qu'il était dans l'opposition, il a dû débourser quand même 1 million $. Et on estime que se marier, dépenser 20 000, 30 000, 40 000 $ pour se marier, c'est un luxe, il a fait quelque chose d'extraordinaire, etc. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'il a eu l'argent pour dépenser pratiquement 1 million $ dans les cadres de ce qu'on appelle les élections, etc. Encore qu'il a contribué financièrement à la campagne, je dis financièrement, à la campagne de comment dirais-je, de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Justement. Financièrement, je dis bien financièrement, et le Président de la République, que je salue en passant très respectueusement, le sait bien. Alors donc, aujourd'hui, on va se poser la question, quelqu'un a dû se marier. C'est tout à fait ridicule. Parlons politique maintenant, parce que c'est un monsieur très suivi, et je salue d'ailleurs tous ceux qui nous suivent à travers le monde, y compris les officiels ici chez nous. Gabin Lolendo. Vital Kamerhe est partenaire de Félix Antoine Tshisekedi. Si on a une photo, on peut nous la montrer quand même. Durant cette campagne électorale, on a vu cette complicité entre ces deux personnages, ces deux personnalités pendant toute cette campagne électorale. À partir de quand l'UNC a été diabolisé par ses partenaires, ou par son partenaire principal qui est l'UDPS? Quand est-ce que vous vous êtes senti en mal? Quand? C'est quand on a installé Vital Kamerhe, directeur des cabinets, quand il y a eu ces affaires, ou plutôt lorsque on a senti que Vital prend de plus en plus de l'ampleur dans l'échiquier politique national. Mais vous savez, Vital Kamerhe, qu'on l'aime pas, il a son envergure politique. Et cette envergure politique vient du fait qu'il est passé par beaucoup d'événements politiques. Des péripéties. Des péripéties politiques. Il a été coopté par Mouzé.
Après, il a travaillé avec l'ancien président de la République, Joseph Kabila, que je salue. Et puis par la suite, il a été président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD, président... Après, il a roulé sa bosse. Oui, président de l'Assemblée nationale, etc. Et puis finalement, il a créé son parti qui a pignon sur rue aujourd'hui, etc. Quand vous avez un personnage comme celui-là, vous pouvez chercher à les cacher, c'est beaucoup plus difficile. Si vous prenez un directeur de cabinet qui n'a pas ce parcours-là, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous prenez quelqu'un qui a une envergure politique comme celui-là, bon, il est clair qu'il peut être là, même s'il se cache, les caméras quelque part vont être tournées vers lui parce que c'est un personnage à ne plus cacher. Deuxièmement, c'est que la lutte politique est ainsi faite. Lorsqu'il est question de vous battre pour conquérir le pouvoir, des fois vous n'avez pas assez de soutien. Vous avez 1, 2, 3 soutiens. Mais lorsque le pouvoir est conquis, vous avez suffisamment d'amis, et des fois c'est des gens-là qui combattent celui qui a été au cœur, bien évidemment, du système. Celui qui a mouillé sa chemise, etc., pour qu'on en arrive là. Et ce sont des réalités politiques. Il faut savoir qu'en tant que directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe n'a pas seulement d'amis, mais il a aussi des ennemis. Alors, je vous pose cette question beaucoup plus directement. On a vu tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de personnalités, personnages, dans la gestion de ces projets de 100 jours. Que ce soit la coordination, la supervision, etc. Pourquoi Vital Kamerhe se retrouve seul aujourd'hui devant la barre? C'est la question fondamentale qui méritait d'être posée. Parce que d'abord, pour accuser quelqu'un d'avoir détourné le fonds, il faut démontrer qu'il était en possession de fonds. Il y avait de fonds qui étaient mis à sa disposition pour la gestion. Et qu'il a touché à ces fonds. Et qu'il a touché à ces fonds. Or, il s'agit de contrats qui ont été signés avec la République à travers les différents ministères et que les paiements intervenus et passés par la chaîne de la dépense vers le compte soit de ces entreprises, soit de ces prestataires de services, et que si un prestataire de services ou une entreprise n'a pas honoré ses engagements, l'État a tout le moyen nécessaire pour pouvoir poursuivre ces prestataires de services. Parce que les services n'ont pas été rendus. Pour les services qui n'ont pas été rendus, ou en tout cas pour des travaux qui n'ont pas été exécutés. On n'en est pas là dans les cas sous examen. De quoi on parle? Donc, dès lors que vous ne démontrez pas que vous avez mis les fonds à la disposition de quelqu'un et que ce fonds ont été destinés à quelque chose et que ce fonds n'ont pas été soit destinés à la chose en question ou en tout cas ces fonds ont été destinés en partie et d'autres ont été empochés, en ce moment-là, vous pouvez accuser quelqu'un d'avoir détourné. Or, dans les cas d'espèce, l'argent est passé du trésor dans le compte des différents prestataires des services ou entreprises. Mais curieusement, on présente Vital Kamerhe comme celui qui a pu détourner l'argent. Allez-y comprendre, c'est pourquoi on vous dit, jusque-là, c'est un procès politique. Alors justement, j'aimerais bien qu'on nous mette la photo Jeune Afrique, pour que je vous pose cette question. Voilà. En Côte d'Ivoire, le président Ouattara, qui s'est désisté à la dernière minute de ne plus être candidat, était partenaire de Guillaume Soro. Il y a eu beaucoup d'allégations comme ça, y compris sur la maison de Guillaume Soro, tentative de coup d'État, etc. Et on a même obtenu que Guillaume Soro soit condamné à 20 ans de prison, l'excluant complètement de la course à la présidentielle qui va avoir lieu cette année en Côte d'Ivoire. Comme Jean-Pierre Bemba qui a été exclu, est-ce que vous ne redoutez pas, vous, l'UNC, que en vue, c'est Vital Kamerhe qui est dans les collimateurs pour que vous ne soyez pas de la course en 2023? C'est pour cette raison que, en tant que politique, l'Union pour la nation congolaise, lorsque l'invitation avait été lancée à l'honorable Vital Kamerhe, nous étions déjà en tant que politique avertis, nous avions déjà des informations à notre disposition. Souvenez-vous la déclaration que nous avons faite, la déclaration de la direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise. Vous êtes sceptique par rapport à la sincérité de vos partenaires, enfin de votre partenaire? Non, moi j'ai dit seulement,
Vous avez vu tout simplement que lorsque l'invitation avait été lancée, souvenez-vous bien, l'Union pour la nation congolaise, à travers sa direction politique, avait fait une déclaration. Et c'est moi, en tant que porte-parole de l'Union pour la nation congolaise, c'est moi qui avais lu cette déclaration de la direction politique de l'Union pour la nation congolaise. On avait déjà des informations que le chose s'est tramé contre l'honorable Vital Kamerhe parce que les officines ont été mises en place, organisées pour absolument, coûte que coûte, créer même un raccordement frauduleux pour obtenir la condamnation judiciaire de Vital Kamerhe. C'est pour cette raison, jusque-là, lorsque vous regardez les processus tels qu'il a commencé, dès la simple invitation à l'arrestation, le refus d'octroi de la liberté provisoire, suivant 2 gros mensonges contenus dans l'ordonnance, qui par la suite ont été abandonnés jusqu'à ce jour, et quand vous regardez comment les choses se sont passées jusque-là, eh bien, on se rend compte... Vous dites quoi à vos militants, vous dites quoi au peuple congolais, à tous les observateurs qui suivent un peu ces affaires? C'est pour cette raison qu'on avait... C'est pour cette raison qu'on avait dit... Aujourd'hui, nous disons, laissons la justice faire son travail. Depuis les débuts jusque-là, les choses ne se sont pas bien passées. Nous pensons qu'effectivement, la justice va faire son travail en toute impartialité. Est-ce que vous avez pour peur qu'il puisse jouir d'un procès juste, équitable, où la manifestation de la vérité éclate. Mais jusque-là, les processus tels qu'il a été mené, il n'a pas été juridiquement correct. On va vous dire... Parce que la procédure pénale, et là, je salue le professeur Luzolo Bambilesa, c'est le thermomètre de la température démocratique d'un état de droit. Lorsque, au niveau de la procédure pénale, les choses ne sont pas bien menées, eh bien, ça signifie qu'il y a beaucoup de choses à craindre. Nous disons très bien que la justice fasse son travail, mais jusque-là, les choses telles qu'elles se sont passées, nous restons dans l'hypothèse qui avait été évoquée lorsque nous avions fait la déclaration politique lors de l'invitation, parce que nous avions déjà des informations des officines qui se mettaient en place contre l'honorable Vital Kamerhe. Est-ce que vous avez peur de l'état de droit? Vous êtes un juriste. Pas du tout. Est-ce que la bonne volonté affichée du président Tshisekedi de mettre de l'ordre, d'empêcher que les gens détournent, etc., vous avez peur de ça? Non, pas du tout. Bien au contraire. Mais vous avez peur de quoi alors? Bien au contraire, nous nous battons pour un état de droit. Mais l'état de droit n'est pas le fait de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, instrumentaliser un outil collectif pour les officines à mal des positionnements. L'état des droits n'est pas le fait de bafouer les droits reconnus aux uns et aux autres. L'état de droit n'est pas un état où la liberté, qui est un principe, doit être bafouée au nom de l'arrestation sur des faits mensongers. C'est pas ça l'état des droits. L'état des droits a des contours, l'état des droits a des articulations. Et lorsque ces contours et ces articulations ne sont pas respectés, on n'est pas dans un état de droit dans ces conditions-là. C'est pourquoi j'ai dit, l'état de droit, ce n'est pas les arrestations spectaculaires, forcément. Vous pensez qu'il y a les arrestations spectaculaires? Mais il est invité, il arrive, on l'arrête, il est à Makala. Vous trouvez ça spectaculaire? Mais le Mouim a bien comparé un homme libre. Mais posez-vous la question, pourquoi ça n'a pas été le cas pour l'honorable Vital Kamerhe? Encore que je vous ai lu le contenu de l'ordonnance en question sur 2 faits mensongers, les problèmes des médicaments, on n'en parle plus. Ça ne se retrouve pas dans la citation à prévenu. Et pourtant, ça constituait l'indice sérieux de culpabilité pour que l'honorable Vital Kamerhe puisse être arrêté. Je ne vous raconte pas des choses, je suis quelqu'un de sérieux. Quand je viens devant vous, je ne viens pas pour raconter ma vie. Moi, raconter ma vie ne m'intéresse pas. Dernière question, nous sommes en direct. L'opinion aujourd'hui est un peu partagée dans cette effervescence des affaires. C'est pour ça qu'on a titré que c'est dangereux, ces affaires qui risquent de polluer l'unité nationale. Votre coalition cache peut tenir jusque quand? Ce qui est sûr, c'est que le président national de mon parti, l'honorable Vital Kamerhe, tient à ses engagements. Il est respectueux de ses engagements. Il fonctionne comme ça. Est-ce qu'il est serein? Est-ce qu'il se reproche quelque chose? Et qu'il se sent coupable? Non, mais pas du tout. C'est pour cette raison qu'on a demandé que le procès puisse être télévisé. Et lorsque vous regardez les péripéties de ce procès, et d'ailleurs, lorsque vous regardez la citation à prévenu et les griefs qui sont formulés contre vous et les explications que je vous donne, documentées, vérifiées, vérifiables,
vous avez la possibilité d'aller au niveau du ministère des Finances, obtenir les chiffres et venir ici me contredire par rapport à ce que je dis. Je suis quelqu'un de sérieux. Je ne peux pas venir ici débiter des mensonges. Ça ne me ressemble pas ni aujourd'hui ni demain. Il est très serein. Mais seulement lorsque vous regardez les péripéties de ce procès, jusque-là, vous vous rendez compte qu'on tient absolument à condamner quelqu'un. Absolument à condamner quelqu'un. Pour des raisons alors, que chacun de nous peut imaginer. Alors, les gens avec lesquels il a pu travailler, pourquoi ils ne sont pas entendus aussi? Posez-vous la question. Il avait aussi été arrêté pour raison, soi-disant, de confrontation. Oui. Depuis qu'il est à la prison des Makala, il n'a eu, la seule confrontation qu'il a eue, c'est avec Bitakwira, et la deuxième confrontation avec quelques membres comment dirais-je, de la coordination du programme 100 jours. Il n'a jamais eu même de confrontation avec Jamel. Ah oui? Étonnant. Il n'a jamais eu même de confrontation avec l'autre ici chargé de la logistique à la présidence. Jamais. Mais pourtant, on l'a gardé là-bas. D'abord sur 2 gros mensonges contenus dans l'ordonnance. Et finalement, tout ce temps qu'il a passé là, c'est seulement avec M. Bitakwira et c'est seulement avec ce comité-là. Merci bien. Donc c'est pour vous dire concluons, que nous voulons construire un État de droit. Mais un État de droit, il a ses principes. Lesquels de Et principes? ces principes-là sont des fois durs à avaler, notamment les principes sacro-saints de la présomption d'innocence. Chaque personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité puisse être établie par un jugement définitif. Deuxièmement, l'état de droit est basé sur la liberté. L'exception étant l'arrestation, et on ne peut arrêter que suivant les conditions déterminées. Or ici, on a arrêté sur 2 indices sérieux de culpabilité qui se sont révélés faux et on a abandonné ça. Mais curieusement, la personne est toujours en prison. L'état de droit n'est pas non plus un état où c'est la dictature du juge. Parce que le juge lui-même doit se conformer à la Constitution ainsi qu'aux lois de la République. L'état de droit n'est pas non plus l'acharnement sur une personne. Vous sentez que Vital, il y a de l'acharnement sur sa personne? Mais je vous ai fait l'historique, je vous ai donné les faits. C'est à chacun d'user de son cerveau, de réfléchir sur ce que je dis. Dès lors que ce que je dis est vrai et vérifiable, chacun peut commencer à se poser des questions, alors des bonnes questions. Moi, je veux des citoyens libres, des gens qui usent de leur cerveau pour réfléchir. Les fanatiques ne m'intéressent pas. Parce que généralement, quand vous parlez de ces choses, vous verrez des gens crier là-bas. Beaucoup de colibés, beaucoup d'insultes. Vous verrez des gens là-bas crier « Non, mais il défend un voleur ». Vous savez pourquoi les gens insultent? Non. Parce que argumenter, c'est très difficile. Merci beaucoup. On a pris le temps, en tout cas, de parler en détail, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de questions. Cette émission reste en ligne pour la consultation. Et effectivement, elle sera beaucoup rediffusée pour vous permettre de comprendre ce qui se passe avec cette affaire Vital Kamerhe. Le procès est repris ce 25 mai, ici à Kinshasa, avec naturellement les juges qui vont se prononcer, ou plutôt donner la suite à ces procès. L'état de droit, comme il a dit notre invité du jour, doit également respecter la Constitution. La Constitution, c'est le texte mère qui doit guider tous nos dirigeants, y compris la population qui doit passer par là. Portez-vous bien, à la fois prochaine, avec un plaisir. Merci Gabriel Lendo. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur les questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.